nous avons 5 catégories de titres de séjour qui permettent une installation prolongée. Donc, nous allons voir maintenant les différents types de titres de séjour avant que je ne vous parle du contentieux. C'est très important. Alors, nous avons 5 catégories de titres de séjour qui permettent une installation prolongée en France. Il y a le visa long séjour, valant titre de séjour, comme vous le connaissez très bien. Nous avons la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. Nous avons également la carte de résident. Et nous avons également la carte retraitée. Alors, mais il y a deux autres. Avant de revenir sur ces cartes de séjour que j'ai citées, je vais quand même vous faire part de deux autres titres de séjour, mais qui ne sont pas des titres de séjour en tant que tels. Il s'agit de l'attestation de prolongation d'instruction que vous connaissez très bien. Et là, cette attestation de prolongation d'instruction vous est délivrée quand vous faites un renouvellement de titre de séjour et qui vous permet de vous établir sur le territoire français pendant un moment. Eh bien, sachez, il y a également ce qu'on appelle un récépissé, mais c'est la même chose en fait. C'est juste que c'est les conditions ou bien les moyens d'obtention qui ne sont pas les mêmes. L'attestation de prolongation, c'est suite à une demande qui a été faite sur ANEF, alors que le récépissé, c'est suite à une demande qui a été faite, par exemple, sur demande simplifiée ou encore une demande que vous avez faite en version papier. Dans tous les cas, que ce soit l'attestation de prolongation d'instruction ou le récépissé, vous devez accompagner ces deux documents-là de la carte de séjour expirée avant de pouvoir jouir de vos droits. Donc, cela signifie que, et ça, je vais insister dessus, chers frères et sœurs, dès que vous faites une première demande de titre de séjour, eh bien, si vous n'avez pas donc un ancien titre de séjour, eh bien, vous ne pouvez pas voyager. Il y a des gens qui voyagent avec des premiers récépissés qu'on les a délivrés et ils se trouvent coincés à l'aéroport. Ils ne peuvent pas revenir. Donc, vous devez faire attention. Quand c'est un récépissé d'une première demande, ne vous hasardez pas à voyager. Il faudra qu'il soit forcément accompagné de l'ancienne carte, de la carte de séjour qui est expirée. Même là encore, il y a certains agents de certains aéroports qui sont un peu zélés. Même quand vous avez l'ancienne carte de séjour accompagnée du récépissé ou encore de l'attestation de prolongation, on vous recale quand même. Mais quand c'est comme ça, vous appelez votre avocat. Voilà, ils n'ont pas le droit. Alors, il y a également maintenant la carte temporaire ou pluriannuelle. En fait, c'est la même chose. Mais avant ça, nous avons ce qu'on appelle l'autorisation provisoire de séjour. L'autorisation provisoire de séjour, en fait, euh, elle est souvent d'une durée de 6 mois, très souvent. Elle est délivrée à des catégories d'étrangers particuliers et elle n'entraîne pas systématiquement la délivrance d'un titre de séjour. Hein. C'est pour les étrangers, par exemple, qui souhaitent exercer une mission de volontariat en France, par exemple, auprès d'une association, ou encore les étrangers malades qui ne remplissent pas la condition de résidence d'1 an pour l'obtention d'une carte de séjour vie privée et familiale. C'est également le cas des parents accompagnant des enfants malades, leur enfant qui est malade. Vous pouvez prétendre à ce titre de séjour-là. Il y a également des personnes qui sont engagées dans le parcours de sortie de la prostitution. Avant, on accordait l'APS, l'autorisation donc provisoire de séjour, on l'accordait également aux étudiants qui sont en fin d'études, mais aujourd'hui, on appelle ça carte de recherche d'emploi ou de création d'entreprise. Voilà. Alors, donc, nous avons parlé également du visa long séjour, valant titre de séjour. Je ne vais pas revenir dessus. C'est également un titre de séjour. C'est un visa, mais également un titre de séjour. Et nous en avons parlé de long en large. Nous allons parler maintenant, je l'avais annoncé, des cartes de séjour temporaire ou pluriannuelles. Je vais les mettre tous ensemble parce qu'en fait, il n'y a pas une grande différence.
euh, on parlera, on parlera on parle de carte de séjour temporaire quand leur durée n'excède pas un an. Et on parle de titre de séjour pluriannuel quand leur durée peut aller au-delà d'un an. Vous voyez? Donc, c'est la grande différence. Euh, mais je ne vais pas la différencier comme je le disais. Je vais en parler de manière générale et de manière indifférenciée. Euh, donc, parmi ces cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles, nous pouvons avoir les cartes de séjour salariés. Voilà, les cartes de séjour salariés. Et donc, il y en a de temporaires, il y en a de pluriannuels. Elle est temporaire quand elle est conditionnée par l'obtention d'un CDD, hein, contrat à durée déterminée, et le titre de séjour pluriannuel est conditionné à un contrat à durée indéterminée. Vous voyez? Donc, sinon, en pratique, c'est la même condition d'obtention et le plus grand trait, hein, de ces deux types de séjour, salariés qu'ils soient temporaires ou pluriannuels, c'est l'autorisation de travail que vous connaissez. Je vais vraiment insister sur l'autorisation de travail parce que nombre d'entre nous utilisent et en a besoin pour le changement de statut ou encore dès qu'ils ils finissent leurs études et qui sont titulaires d'une carte de recherche d'emploi ou de création d'entreprise. D'accord. C'est également ceux-là qui veulent régulariser leur situation au moyen du travail, hein. Donc, il faut retenir en fait que l'autorisation de travail doit être, excusez-moi, doit être demandée par l'employeur, hein. Et c'est ça qui est compliqué parce que quand vous demandez à l'employeur de vous faire une demande d'autorisation de travail, oh, c'est la merde. C'est que vous voulez la foutre dans le margouille, dans n'importe quoi en fait. Elle n'a pas envie ou il n'a pas envie de se joindre à votre affaire. Donc, vous êtes noir et donc vous lui parlez d'une autorisation de travail, mais vous lui demandez de trop. Donc, elle préfère rompre le contrat de travail. Donc, il faut trouver un moyen de convaincre ces employeurs-là pour pouvoir vous délivrer ce type de séjour. La plupart des employeurs qui gardent leurs salariés, qui leur demandent les autorisations de travail, c'est soit le travailleur africain ou noir est très compétent, ou du moins il comble il comble en fait, il comble un trou que personne d'autre ne veut faire. Donc, quand c'est pour t'aider, en fait, ils ne le font pas. Voilà. Et dans ce contexte, l'avocat peut vous être utile. Il peut prendre contact avec votre employeur et lui parle de manière humaine. Vraiment, voilà la situation de votre salarié. Je vous prie de bien vouloir l'aider. Moi, je m'engage à vous accompagner durant toute la procédure de la demande d'autorisation de travail. Vous essayez de lui faire comprendre en fait que ce n'est pas compliqué, vous lui donnez en même temps la procédure, elle verra, ah, mais l'avocat s'est impliqué, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de margouille, il n'y a pas, ce n'est pas, il n'y a pas d'anguille sous roche, donc bien évidemment, je vais le faire. Donc ça arrive ça. Donc je l'ai fait il y a un an et je suis en train de le faire encore avec une jeune fille et j'espère que ça va marcher. Voilà. Donc, il faut remplir un formulaire sur ANEF et c'est terminé, hein. Mais il y a deux choses à savoir. C'est très important. Oh là là, on entend difficilement. Oh là 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 là. Euh, alors, comment dire ça? Alors, vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon, maître. C'est bon? J'ai vu un message, on vous entend difficilement. Armel, est-ce que tu peux me confirmer que c'est aussi bon à ton niveau? Moi, mon niveau, c'est bon. Le son est parfait à mon niveau également. Voilà, j'entends, je vois quelqu'un dire pourtant on entend bien. Bon, je vais essayer de parler doucement. C'est peut-être à cause de mon accent béninois. J'ai mangé peut-être beaucoup de gari. Alors, donc, il faut faire une demande sur ANEF, hein. Il y a deux choses à savoir en ce qui concerne les pièces, hein. Il est important que le titre de séjour soit valide. Ça, ne commettez pas l'erreur. J'ai reçu une cliente l'autre fois, je ne sais pas comment elle a fait. Elle a attendu que son titre de séjour s'expire avant qu'elle ne puisse engager les procédures de demande d'autorisation de travail. Mais ça vous complique la vie inutilement. Donc, il faut vous y prendre très tôt, en fait. Si possible,
hein, mêler les associations, mêler des avocats. Et comme ça, on pourra vous guider, en fait, vous aider à convaincre votre employeur. Il faut que ça se passe très vite, en fait. N'attendez pas que le titre de séjour s'expire, sinon vous allez vous retrouver dans la merde. Vous vous retrouvez dans l'irrégularité, vous ne pouvez pas demander une autorisation de travail. Vous imaginez? Alors que si vous n'avez pas d'autorisation de travail, vous ne pouvez pas changer de statut et puis vous êtes bloqué. Très souvent, je recommande à mes clients de rechercher une formation et de faire un titre de séjour étudiant, mais c'est très, très, très compliqué. Et là, parce qu'il va se poser le problème du caractère sérieux des études, je vais y revenir, et bien évidemment, et aussi de la cohérence du parcours. Mais bon, avec les avocats, ça se jongle. Alors, donc, le titre de séjour doit être très valide, hein. Et s'il ne s'agit pas d'un métier en tension, il faudra que l'offre soit publiée sur un organisme, hein, qui s'occupe de la politique d'emploi au moins minimum 3 semaines. Exemple sur France Travail, par exemple. Mais si vous ne le faites pas, eh bien, votre demande d'autorisation vous sera refusée. Donc, veillez à cela, en fait. C'est très, 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 très important. Voilà. Mais dans certains cas, on note une non-opposition à la situation d'emploi. C'est quoi la non-opposition à la situation d'emploi? En fait, la publication de 3 semaines n'est pas nécessaire. Hein? Ça arrive. La publication de 3 semaines n'est pas nécessaire, même si ce n'est pas un métier en tension. Je vais vous donner, c'est lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un mineur non accompagné qui a été pris en charge et qui dispose d'un contrat d'apprentissage, voilà, ou qui souhaite signer un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. C'est également les mineurs non accompagnés, hein, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Voilà. Il y a également des étudiants qui ont obtenu un diplôme équivalent au moins un master. Ça, c'est intéressant. Au moins au master. Et, et il faudra que ce master soit dans votre domaine. Hein. Le travail l'activité que vous prétendez exercer doit être en lien avec votre master que vous venez de faire. Dans ce contexte-là, voilà, dans ce contexte-là, on ne vous demandera pas, bien évidemment, de publier l'offre d'emploi sur France Travail. Vous voyez? Parce que l'inconvénient quand on publie les offres sur France Travail, et bien évidemment, il y a des candidatures qui peuvent être meilleures que les vôtres. Et finalement, même si l'employeur vous choisit, on vous refusera la demande d'autorisation de travail parce qu'on dira, mais il y avait des candidatures meilleures. Pourquoi vous choisissez celui-là? Donc, vous voulez en fait le maintenir sur le territoire national. C'est pour cela. Vous voyez? Donc, voilà les cas qui permettent d'échapper à la publication de l'offre d'emploi sur France Travail ou autre organisme. Bon, la condition financière, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Vous le savez, c'est 1,5 fois le SMIC qu'il faut avoir. C'est-à-dire que, voilà, un peu au-delà du SMIC, c'est dans les 2081, quelque chose qu'il faut disposer quand vous voulez faire un tel changement de statut. Voilà. Alors, l'autorité administrative, je vous ai dit que je vais insister dessus, et c'est encore sur le délai. Alors, l'autorité administrative dispose d'un délai de 2 mois pour prendre une décision. Voilà. La décision est notifiée à l'étranger et elle est notifiée également à l'employeur. En cas de décision négative, qu'est-ce qui va se passer? La demande, il faut vous dire, si l'administration ne vous répond pas dans un délai de 2 mois, on appelle ça réponse implicite. Retenez ça, la réponse implicite, nous allons revenir sur ce thème-là. C'est plus facile pour ceux qui ont fait du droit public, mais ce n'est pas évident pour les autres. Mais nous allons revenir dessus. La réponse implicite, nous allons y revenir, surtout au niveau du contentieux. Alors, donc, si on ne vous répond pas dans un délai de 2 mois, ne restez pas là chez vous, croiser les bras et dire, oui, j'attends mon autorisation de travail, ils m'ont dit que c'est en cours. Non, 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 contestez. Parce que si vous ne contestez pas, vous perdez les délais et au moment opportun, eux-mêmes, ils vont vous opposer votre inaction. Alors que c'est les mêmes qui vous disaient, oui, votre dossier est en cours, c'est les mêmes personnes qui vont vous opposer votre inaction. Vous étiez où? Pourquoi vous n'avez pas contesté quand on n'a pas répondu dans les 2 mois? C'est ce qu'on m'a fait, en fait, j'ai perdu mon passeport talent. Heureusement qu'aujourd'hui,
je me retrouve dans une situation plus confortable que le passeport talent. Donc, il ne faut pas rester toujours les bras croisés. Il faut maîtriser les délais. Hein. Donc, là, il faut faire un recours administratif. Vous pouvez faire un recours gracieux, soit auprès de l'autorité qui devait prendre la décision, soit auprès du ministère de l'Intérieur. Ben, ça, c'est facultatif. Hein. Vous envoyez au bout de 2 mois un recours administratif pour leur dire, c'est très technique. Quand vous leur envoyez ça, c'est que vous avez prolongé le délai de traitement d'au moins 2 mois. Hein. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vous opposer après le délai de 2 mois, en fait. Donc, vous leur envoyez un recours gracieux, même s'ils vous disent, oui, votre dossier est en cours de traitement, envoyez-le quand même le recours gracieux en leur disant, et j'ai déposé une demande d'autorisation, vous ne m'avez pas répondu, donc je considère que c'est une réponse implicite, veuillez revoir votre position. Comme ça, vous êtes assis tranquille, vous avez sécurisé votre délai. C'est très important ça. Donc, réponse implicite, recours gracieux. Bon, il peut arriver qu'on vous fasse une réponse explicite. Cela signifie qu'on vous dit, on vous dit, bon, et voilà, nous avons examiné votre dossier et on vous refuse. Ça, c'est une réponse express. Et là, on va revenir dessus également à propos du contentieux. Et c'est à vous d'attaquer cette décision. Soit vous faites un recours gracieux avant de faire le recours contentieux, soit vous partez directement sur le recours contentieux en saisissant le tribunal administratif. Voilà. Alors, donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'autorisation de travail. J'ai un peu insisté dessus. Mais si nous devons continuer en ce qui concerne nos titres de séjour, nous avons également les titres de séjour entrepreneur ou profession libérale. Vous connaissez ça. Et ça, je pense que c'est pour ceux-là qui exercent des activités indépendantes. Voilà. Comme les avocats, par exemple. Donc, alors, je vais parler un peu de la régularisation hein, liée à l'activité. Hein. Vous pouvez ne pas disposer de titre de séjour, bien évidemment, mais vous pouvez demander hein, à l'administration de bien vouloir vous délivrer un titre de séjour de manière exceptionnelle. C'est l'article 400, L435-4. Hein. On appelle ça demande d'admission exceptionnelle au séjour. Donc, ceux-là qui sont dans des situations difficiles en ce moment, qui n'ont plus de choix, ils ont la seule option en ce moment-là et vous Juste, contactez maître, une... désolé de vous interrompre un instant. Pour ceux qui notent, vous avez cité une référence d'article, mais vous n'avez pas donné forcément le code, Ah, le texte. pardonnez-moi. L'article, bon, excusez-moi, l'article L 435-4 du CESIDA. CESIDA, c'est code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et de droit d'asile. CESIDA, CESEDA, excusez-moi. Alors, donc, mais les préfets ont un pouvoir large d'appréciation de votre dossier dans l'examen de votre demande d'admission exceptionnelle au séjour. Hein. Avant, c'était la circulaire VALS. À qui on peut donner le micro parmi les conférenciers pour qu'ils nous disent la nouvelle circulaire qui a remplacé la circulaire VALS? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire ça parmi l'Assemblée là? Pour l'admission exceptionnelle au séjour, c'était la circulaire VALS de 2012, mais là, elle vient d'être changée. Dans la Il y a quelqu'un qui circulaire de lève le doigt? Taillon. Oui, la circulaire Rotaillot, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est la circulaire Rotaillot qui a durci en fait le régime juridique. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, la régularisation des étrangers exigeait 3 ans de présence, 12 mois d'ancienneté dans un métier en tension, durant au moins 12 mois, consécutifs ou non au cours des 24 derniers mois. Pour les autres régularisations, là, les étrangers sans papier pouvaient demander la régularisation au bout de 5 ans. Mais maintenant, en fait, il faut 7 ans minimum pour pouvoir demander une régularisation. Donc, le ministre Rotaillot a porté ce délai de 5 ans à 7 ans. Voilà. Voilà. Donc, il a également complété la signature du contrat d'engagement. Et il faut maîtriser également la langue française. Avant, il fallait simplement pouvoir juste parler oralement le français. Mais aujourd'hui, il faut plus encore la maîtriser ou même avoir un certificat. Quand on parle de la maîtrise, c'est écrite et orale qui peut être certifiée soit par un diplôme ou par un certificat de langue.
Voilà, donc c'est un peu corsé maintenant. Nous avons maintenant les titres de séjour étudiant que vous connaissez très bien. Son renouvellement est conditionné à un VLSTS. Donc, si vous êtes rentré illégalement sur le territoire français, vous ne pouvez pas obtenir le visa étudiant. Je ne vois pas autrement. Il faut avoir détenu un VLSTS étudiant. Donc, visa long séjour valant titre de séjour. Voilà. Maître, je me permets de vous rappeler qu'il vous reste 10 minutes pour votre présentation plénière. D'accord, très bien. Alors, à part le titre de séjour étudiant, nous avons en fait, bien évidemment, la carte de résident. Il y en a trois, carte de résident longue durée, carte de résident de 10 ans, longue durée UE, hein, carte de résident de 10 ans et la carte de résident permanent. Il y a également la carte de résident retraité. Voilà. J'ai terminé avec les visas et les titres de séjour. Maintenant, nous allons passer au contentieux.